Jean-Claude Richez, eh bien, voilà. Je suis strasbourgeois de longue date, mais alsacien de l'intérieur. Enfin, alsacien de l'intérieur, français de l'intérieur, donc à l'extérieur en Alsace. Et voilà, en ça, je me sens profondément alsacien. Puisque pour moi, c'est ça qui fait l'alsacianité, ou enfin le charme ou l'intérêt de l'Alsace. Et c'est pour ça que je me sens très alsacien. Et si je ne suis pas alsacien de naissance, ni par le sang, ni par le sol, je suis alsacien d'élection. Par choix, effectivement, mon choix et le choix de mes amis. Voilà. J'ai été enseignant pendant très longtemps en histoire, en lycée, à l'université un temps à Metz, comme chargé de cours. J'ai été aussi, j'ai fini d'ailleurs ma carrière là à Paris comme responsable des études de la recherche et de la formation à l'Institut national de la jeunesse et d'éducation populaire. J'ai été également militant d'extrême gauche dans les années 60-70 et ensuite militant dans la mouvance culturelle alsacienne. J'ai collaboré au Buderflot, j'ai publié une revue qui s'appelait Les Cahiers de l'Alsace rouge, qui indiquait l'orientation politique, et participé à la création d'un club qui s'appelait le club Jacques Perrotte, qui était dans la secrétaire était Catherine Trottmann, et j'ai été élu à Strasbourg, donc conseiller municipal, adjoint au maire, de 89 à 2002. En 2002, j'ai quitté Strasbourg pour prendre ses responsabilités à l'Institut national de la jeunesse et d'éducation populaire. Et voilà, j'ai arrêté il y a 5 ans et je continue à travailler à la fois sur l'histoire de l'Alsace, mais aussi sur les questions de jeunesse et de politique de jeunesse. J'ai toujours été très attaché à la langue et à la culture régionale. Lorsque j'ai été élu, d'ailleurs, je me suis battu et j'ai obtenu gain de cause, notamment sur la position de plaques bilingues à Strasbourg, avec évidemment l'éternel débat quelle transcription écrite. Voilà. Et le choix qui était fait, c'était de prendre la forme dialectale la plus proche de la forme allemande pour que ce soit lisible par le plus grand nombre. Je ne parle pas alsacien, je parle allemand un peu, mais voilà, je comprends l'alsacien. Effectivement, il faut avoir une sensibilité à la culture de la région, ou une ouverture à la culture de la région. J'ai toujours vécu sur des frontières. Je suis né sur une frontière entre l'Espagne et la France, en Navarre, à Pau, qui était encore une autre frontière d'ailleurs, puisque c'était frontière entre le Béarn et le Pays Basque. Ensuite, j'ai fait mes études secondaires au lycée à Briançon, donc entre France et Italie. J'étais interne, j'ai passé beaucoup plus de temps en Italie qu'en France, chaque fois qu'il y avait des vacances, ou souvent le week-end, on partait en Italie. Ensuite, je me suis retrouvé en Alsace, donc sur une autre frontière. J'ai vécu aussi un certain temps au Québec, qui est aussi un pays de frontière. Donc moi, je me sens alsacien par la frontière et par la fascination pour le rapport entre des cultures différentes. Et au niveau de mes travaux historiques, je me suis beaucoup interrogé sur comment, à partir de l'exemple de la frontière alsacienne, comment avec du même, on fait du différent, et comment avec du différent, on fait du même. C'est la question qui m'intéresse. Et de ce point de vue-là, je me sens totalement alsacien. Je pense que c'est au cœur, effectivement, de la réflexion autour de ce qui fait l'alsacianité. Quand j'étais étudiant à Strasbourg, j'avais des amis alsaciens. Souvent, les soirées se terminaient en alsacien, quand on avait éclusé un certain nombre de bouteilles. Voilà, ils se mettaient à parler alsacien, mais toujours avec, quelque part, de leur part, en tous les cas, aucune idée de transmettre ou de partager la langue qu'ils parlaient. C'est-à-dire que j'ai appris l'allemand au lycée, mais j'ai jamais été aussi loin de l'allemand, quelque part, que quand j'étais comme usage... comme langue d'usage qu'en Alsace. Voilà. Je me trouvais finalement beaucoup plus loin, alors qu'on était très proche de la frontière, que mon père travaillait en Allemagne. C'était tout à fait étrange.
Années 70, oui, j'étais complètement impliqué dans le mouvement. J'appartenais à une organisation d'extrême gauche qui accordait une grande importance aux questions régionales. C'était la période Vivre et travailler au pays qui faisait complètement partie de notre programme. Donc, dans ce contexte, effectivement, on a lancé cette revue, Les Cahiers de l'Alsace Rouge, qui est paru à peu près entre 74 et 80, qui était parallèle au Buderflod. Et on a participé au musée Orvokos et à toutes les mobilisations autour du nucléaire, autour des Elsässer-Huve, etc. C'était pour nous, c'était un terrain tout à fait naturel et familier. Fessenheim aussi à Markolsheim. Markolsheim, on avait une très, très grande tante dans la famille parce que j'étais affligé de très nombreux frères et sœurs et on l'avait dressé sur le site de Markolsheim où je crois qu'on l'a définitivement abandonné. C'était l'un des points de ralliement. Donc là, effectivement, on a retrouvé aussi quelque part le chemin de l'Allemagne, puisqu'il y avait des Allemands avec Wiel, tout ça, qui étaient mobilisés de l'autre côté du Rhin, avec les Volkshochschule, etc. Donc là, ça nous a rapprochés de l'Allemagne. J'appartenais à une organisation qui était aussi internationaliste, on était en étroite relation, notamment avec le SDS de Rudi Dutschke. On avait participé à la grande manifestation à la PAC 68 à Berlin, donc il y avait des relations étroites aussi avec des militants d'extrême gauche en Allemagne. Ensuite, on a développé le travail antimilitariste dans les casernes de la zone d'occupation française en Allemagne, et donc en relation avec des militants allemands, notamment de Tübingen et de Stuttgart. L'oppression, comment dire, culturelle ou linguistique dont était victime l'Alsace faisait partie du combat pour l'émancipation, c'est-à-dire que l'émancipation sociale était absolument inséparable de l'émancipation culturelle, de l'émancipation linguistique. J'ai dû participer à tel ou tel numéro du Sumpholique. On était assez proche de René Sagère. J'ai d'ailleurs publié des écrits de René Sagère aux éditions dirigées par Armand Peter, aux éditions BF. C'était effectivement, on était complètement dans la mouvance du Sumpholique, de la librairie Bazar aussi, de Vrutsch, c'est-à-dire on n'était pas non plus sectaire, c'est-à-dire que ce qui nous intéressait, c'était effectivement quand Jean-Pierre Vincent est arrivé au TNS, l'ouverture sur le théâtre allemand, ça a été un moment extrêmement important. Je m'y étais un peu familiarisé parce que j'avais fait un séjour assez long à Berlin et c'était un théâtre qui m'intéressait. Effectivement, cette inscription aussi dans une autre tradition théâtrale que le théâtre français, de conception de la dramaturgie, de la mise en scène, etc. Pour moi, c'était voilà, toutes ces choses faisaient sens et faisaient corps. L'idée, c'était que l'Alsace n'était pas nécessairement noire, comme on la croyait, n'était pas nécessairement conservatrice, qu'il y avait une autre histoire de l'Alsace, qui était une histoire de lutte sociale, de lutte populaire, de lutte ouvrière. On a publié des choses aussi sur les sorcières, sur les femmes, sur le nucléaire, sur l'économie alsacienne, mais un élément important, vertébrant, puisque en plus c'était, ma formation, j'étais historien, donc très intéressé par les traditions ouvrières en Alsace et les luttes ouvrières en Alsace, et qui permet de mettre en évidence l'existence d'autres Alsaces que celles qui nous étaient enseignées ou de celles qui étaient les représentations dominantes. Quand on sait par exemple qu'avant-guerre, ou dans les villes en particulier, les socialistes et la gauche étaient majoritaires, ça m'a permis d'arriver d'ailleurs j'ai fait mon travail de maîtrise sur les conseils de soldats et d'ouvriers en novembre 18, qui était un épisode totalement occulté, ce qui est totalement paradoxal, puisque les 3 maires successifs
de Strasbourg après 18 ont tous participé activement à des titres différents, mais tous membres des conseils ouvriers de soldats à ce mouvement. Je veux parler de Jacques Perrotte, de Hubert et de Frey. C'est-à-dire les trois jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, même après, c'est des gens qui ont participé à cette expérience. Et quelque part, qui a été totalement occulté, barré dans la mémoire alsacienne. Et en Alsace, avant 70, on parlait essentiellement allemand, c'est seulement les élites qui sont bilingues, donc avec aussi une part de culture importante. Et d'ailleurs, s'il y a un certain nombre d'Allemands qui viennent en Alsace, en particulier d'intellectuels après 70, c'est pour une partie parce qu'ils voient dans l'Alsace un héritage de la Révolution française, d'une révolution démocratique qui fait place, qui met au cœur de son projet la liberté et la démocratie, alors que l'Allemagne reste prisonnière de régimes qui restent des régimes monarchiques et aristocratiques. Il faut savoir quand même qu'au sein du mouvement ouvrier alsacien, mais comme d'ailleurs dans le mouvement ouvrier allemand, il y avait toute une tradition fortement enracinée dans l'héritage de la Révolution française, où la France apparaissait quand même comme le pays de la République, le pays de la démocratie, qui était aussi l'un des objectifs du mouvement ouvrier allemand. Novembre 18, ça se passe en gros entre le 7 et le entre le 7 et le 22, 23, jusqu'à l'arrivée des troupes françaises. Arrivée des troupes françaises qui sont d'ailleurs précipitées parce qu'ils craignent la contagion du mouvement révolutionnaire. Il faut savoir que ce qu'on a du mal à imaginer, c'est que la révolution est à l'ordre du jour, quelque part de façon tangible. Et partout, se sont formés des conseils de soldats et d'ouvriers, et vont encore se former des conseils de soldats et d'ouvriers. La révolution est à l'ordre du jour. 19-20, on va voir, l'Alsace va être secouée par des mouvements de grève. Il y a plusieurs grèves générales, il y a l'armée qui intervient à plusieurs reprises de façon extrêmement violente, notamment à Colmar, lors des grandes grèves dans le Haut-Rhin, mais aussi en Lorraine. Et souvent on parle des fameux du droit local, mais en particulier dans sa composante sociale, c'est les ouvriers en grève qui ont arraché ces concessions au gouvernement français. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a un droit local en matière sociale plus avancé, c'est directement le produit de cette révolution. Donc apparemment elle est brisée avec l'arrivée des troupes françaises, qui effectivement la première mesure qu'ils prennent, c'est dissolution des conseils de soldats, alors que à Strasbourg, à Mulhouse, dans un certain nombre d'entreprises, de grosses entreprises lorraines, les ouvriers envisageaient de continuer à exercer leur pouvoir et à maintenir leur conseil de soldats et d'ouvriers, même s'ils comprenaient que c'était nécessairement sous d'autres formes. Alors le mouvement, comment il démarre en Alsace? Il démarre comme dans toute l'Allemagne, c'est-à-dire que les marins de Kiel se soulèvent le 29, le 30. Le premier, il y a les premiers conseils de soldats à Kiel. Le 7, tous les grands ports de la mer du Nord ont des conseils de soldats, mais bientôt se mettent en place dans les entreprises des conseils ouvriers. Parallèlement, en Bavière, Kurt Eisner mobilise les grands centres ouvriers de Munich et proclame aussi le pouvoir des conseils. Et ensuite, c'est l'abdication. Les marins de Kiel et de Wilhelmshaven, donc de l'autre côté, partent en train. Et puis, au fur et à mesure, ils développent le mouvement révolutionnaire. Alors, le mouvement, comment il démarre en Alsace? Il démarre comme dans toute l'Allemagne, c'est-à-dire que les marins de Kiel se soulèvent le 29, le 30. Le premier, il y a les premiers conseils de soldats à Kiel. Le 7, tous les grands ports de la mer du Nord ont des conseils de soldats, mais bientôt se mettent en place dans les entreprises des conseils ouvriers. Parallèlement, en Bavière, Kurt Eisner mobilise
comment dire, les grands centres ouvriers de Munich et proclament aussi le pouvoir des conseils. Et ensuite, c'est l'abdication. Les marins de Kiel et de Wilhelmshaven, donc de l'autre côté, partent en train. Et puis, au fur et à mesure, ils développent le mouvement révolutionnaire. En général, ça se passe de la façon suivante. Ils arrivent dans une ville, par exemple, à prendre à Strasbourg, ils prennent contact avec la social-démocratie locale, et ils leur expliquent la situation et en relation étroite avec les sociodémocrates locaux, quand il y en a, développent le mouvement à la fois dans les casernes et dans les usines. C'est comme ça que ça se passe à Colmar, c'est comme ça que ça se passe à Metz, c'est comme ça que ça se passe à Mulhouse. Bon, alors évidemment, quand il n'y a pas de social-démocratie comme à Haguenau, bien ça reste plus marginal ou plus tranquille. Mais par contre, à Bischwiller, où il y a une social-démocratie active, eh bien, il y a la mise en place de conseils aussi ouvriers dans les usines de Bischwiller. Mais voilà, donc mais de toute façon, ça semble tellement. Et puis alors, avec les scènes qui semblent absolument incroyables, c'est-à-dire où les soldats s'en prennent aux officiers, les désarment, leur enlèvent toute étiquette, toute décoration, voilà, c'est la révolution. Alors il faut dire qu'en Alsace, pour être... dès que on prend conscience, c'est-à-dire à partir du 7, il y a les premières manifestations. Ces premières manifestations sont quand même d'orientation francophile, c'est-à-dire, enfin, dans les lieux symboliques qui sont choisis. Par exemple, à Colmar, on va défiler, on se rassemble autour de la statue de Rapp. À Strasbourg, on se rassemble autour de la statue de Kléber. Il y a des premiers drapeaux tricolores qui apparaissent. Donc, voilà, le retour à la France n'est pas seulement quelque chose d'imposé, ça correspond aussi, puis il vaut mieux être du côté du vainqueur que du vaincu, parce qu'il y a aussi beaucoup d'opportunisme. On voit en particulier un certain nombre d'industriels qui jusque-là avaient bien servi l'Empire, changer brutalement d'orientation et de position. Perrotte, il est SPD, il est tendance réformiste, il est francophile. Il compose avec le mouvement des conseils de soldats et d'ouvriers, contribue à le mettre en place à Strasbourg. Il est extrêmement actif pendant toute la période, puisqu'il est à la fois, il contrôle le conseil ouvrier à travers Rebolz, qui est un syndicaliste brasseur d'origine allemande, qui travaillait à l'état-major, ça c'est une autre histoire, avec Laurent Meyer, qui était un socialiste francophile, qui était élu à Sainte-Marie-aux-Mines. C'est les deux principaux dirigeants du Conseil de soldats et d'ouvriers à Strasbourg. Il est porté à la tête de la mairie et en même temps, il est désigné par les députés au Landtag comme président du gouvernement provisoire. Donc il tient absolument toutes les rênes et en même temps il dépêche effectivement des émissaires auprès de l'armée française pour qu'ils précipitent leur arrivée en Alsace. À Strasbourg, par exemple, dans le calendrier initialement prévu, l'armée française devait arriver le 25, elle arrive dès le 22. Et ils avancent très très vite, notamment sur Mulhouse, parce qu'ils sont très inquiets, alors que la situation est peut-être beaucoup plus contrôlée à Mulhouse qu'à Strasbourg, parce que le poids de l'armée est moins important et que la social-démocratie est encore beaucoup plus divisée à Mulhouse entre francophiles et germanophiles qu'à Strasbourg, et que les deux principaux dirigeants de la social-démocratie mulhousienne allemands sont partis tout de suite dès le début du mouvement. C'est-à-dire qu'ils mettent en place les conseils de soldats et d'ouvriers et ensuite ils quittent la ville. Ils laissent le champ libre aux éléments francophiles, c'est-à-dire essentiellement à Martin,
à Martin. Frey, il est tout jeune, il est planqué, il est soldat à Strasbourg. Donc il est au lazaret, hôpital militaire, enfin, il travaille dans les troupes sanitaires et bon, il y a ses copains qui viennent le réveiller la nuit et qui lui disent on t'a choisi comme notre représentant au conseil. Donc il est quand même déjà relativement actif, c'est un journal, il est déjà journaliste, jeune journaliste, plutôt de tendance, disons, démocrate. Hubert, lui, est déjà un militant syndicaliste reconnu et bien établi et participe très activement au mouvement. Et s'impose à ce moment-là comme l'un des porte-paroles les plus vigoureux, enfin l'un des porte-paroles reconnus des ouvriers strasbourgeois en tous les cas. Il ne rallie pas immédiatement le Parti communiste. Hubert, il hésite, il est sur une position pendant un certain temps, il est sur les positions assez centristes, disons, entre les partisans de l'adhésion à la Troisième Internationale et ceux qui veulent rester. Finalement, effectivement, il va construire, enfin, développer le Parti communiste qui va être très rapidement se positionner sur des revendications d'autonomie de l'Alsace et de la Lorraine, avec le grand congrès ouvrier paysan de 25 et ils accèdent à la mairie en 29 sur la base d'une alliance avec les cléricaux. La politique municipale, elle n'a rien d'original, elle s'inscrit directement dans l'héritage de Perrotte en ce qui concerne le fond, c'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause. Ensuite, il y a un quadrillage, il est extrêmement implanté dans la ville, il est relativement ou même très populaire, et la seule chose qui tranche, alors évidemment c'est l'alliance avec les cléricaux d'un point de vue doctrinal, et puis effectivement la valorisation du dialecte et de l'allemand. Perrotte avait lancé en 28-29 une université populaire à Strasbourg qui commençait à prendre place et Hubert, par exemple, va s'attacher à la développer, mais en y réintroduisant de façon forte le dialecte et l'allemand, ce qui certainement en fera en partie la fortune, puisque c'était quand même la langue du peuple, on parlait alsacien, on parlait allemand, voilà. Avec les autonomistes, ils soutiennent. Lui, il est autonomiste, de toute façon, il est sur des positions d'autonomisme. Après, les cartes sont totalement bouleversées avec la montée du nazisme, qui rebat toutes les cartes. Et effectivement, il y a une partie du mouvement autonomiste qui va glisser peu à peu sur des positions, disons, extrêmement conservatrices et réactionnaires. Perrotte parle parfaitement français, Hubert beaucoup moins, Ims, qui est proche, qui est sur les mêmes positions que Perrotte, beaucoup moins. Il faut savoir que Perrotte, il est petit-fils comme moi, d'un Ergelhofen, qui est arrivé avec les armées de la Révolution et qui était implanté à Wissembourg. Et comme dans de très nombreuses familles, on a cultivé quelque part la référence à la France. Et quand il fait son tour de compagnon, il est compagnon typographe, il fait une très longue... il fait un tour qui dure très, très, très longtemps, puisque c'est près de 7 ans, 8 ans presque. Et il ne va pas en Allemagne d'ailleurs, de façon curieuse. Il commence à Colmar et à Fribourg. Ensuite, il va en Autriche et c'est là qu'il rencontre le mouvement ouvrier et qu'il commence à adhérer au mouvement ouvrier. Il termine ce tour en allant travailler d'abord dans une imprimerie luxembourgeoise, dans une imprimerie où on publie en français. Après, il va à Bruxelles et il termine à Paris où, selon ses souvenirs, son journal, il rencontre Jaurès. Mais l'une de ses premières grandes rencontres, c'est celle de La Salle à Graz ou à Vienne. Voilà pour Et il parle donc parfaitement français. Mais ensuite, tous ces militants, alors il y en a une partie qui parle français, c'est le cas aussi de Martin à Mulhouse, de Richard aussi
à Colmar, mais ils ne parlent pas tous français. D'ailleurs, ça a posé un énorme problème ensuite quant à leur intégration dans le mouvement ouvrier, français. Bebel, il a rencontré, il a croisé, là c'est la génération d'avant, puisque Bebel, il est élu lorsqu'il y a les premières élections au début des années 70. Voilà, c'est la très vieille histoire. Ça, c'est les premiers groupements. Et Bebel est élu en Alsace sur une base protestataire, c'est-à-dire de protestation contre l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne. Socialisme municipal, oui, c'est socialisme municipal à Strasbourg, mais aussi qui va se répandre dans les autres grandes villes d'Alsace, puisqu'il y a des expériences, même si elle n'est pas aussi approfondie, à Mulhouse et à Colmar. En fait, le socialisme perrotien, il est directement issu de la politique sociale des maires qui l'ont précédé à la tête de la ville, c'est-à-dire Otto Bach et Rudolf Schwander, qui sont qui ont mis en place effectivement les premiers des politiques sociales très avancées au niveau municipal, et quelque part Perrotte va s'inscrire directement dans cet héritage, c'est-à-dire qu'il y a une partie, comment dire, d'héritage bourgeois dans le socialisme municipal de Perrotte, mais qui mène jusqu'au bout, puisque quelque part, bon là on a classé comme patrimoine mondial de l'humanité la Neustadt, qu'on a, pour ceux qui sont les plus anciens ici, on ne disait jamais Neustadt avant, on disait la ville allemande avec un certain dédain. D'ailleurs, je me souviens quand je suis arrivé à Strasbourg, on parlait d'ailleurs de raser le Palais du Rhin, par exemple. Bon, on a rasé la Maison Rouge aussi sans qu'il y ait tellement de protestation, alors que c'était quelque chose qui faisait partie de cette Neustadt qui est aujourd'hui sacralisée. Il y a une autre Neustadt, c'est la Neustadt de Perrotte. Il y a une ville nouvelle qui est avec projection, comment dire, sur le terrain de l'idéal socialiste de Perrotte, c'est-à-dire habitation de très grande qualité avec des équipements, des services, toutes les commodités en termes d'hygiène qui sont partie organique de ce projet. Puisque pour lui, l'idée, c'était le développement économique et le développement social de la ville. Il est très investi aussi dans le développement, enfin, la construction et le développement du port, mais qui a été aussi entamé pendant la période allemande. Donc il y a une Neustadt de Perrotte des années 20 au même titre, et qui mériterait d'être placée aussi sous protection, comme le patrimoine, et qui est un patrimoine populaire, ouvrier, qui marque profondément, je pense, si ce n'est la conscience, au moins l'inconscient des Alsaciens. Je pense que quand Tommy Ungerer dessine les Trois Brigands, cette ville idéale, c'est quelque part une projection effectivement de cette ville qui prend en charge ses habitants du berceau à la tombe, et en particulier les plus démunis, les orphelins. Je pense que c'est une illustration directe, vraisemblablement ou certainement inconsciente, je ne sais plus si on en a eu l'occasion d'en discuter, chez Tommy Ungerer. Le mouvement ouvrier alsacien est un peu moins divisé que c'était le fameux mot d'ordre des communistes allemands, Wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten, mais à Strasbourg on était aussi un peu dans le même esprit. C'est une division. Alors là, en Alsace, il n'y a pas de bain de sang comme en Allemagne. L'Alsace, c'est une invention, une réinvention permanente. C'est-à-dire que pas chaque génération, mais chaque période historique invente son Alsace. L'Alsace se réinvente, mais ce n'est pas seulement vrai pour l'Alsace, c'est vrai aussi pour la France. La France se réinvente. Par exemple, on prend l'invention de Notre-Dame de Paris, puisque c'est question d'actualité. C'est une invention de la période romantique, c'est quelque chose de relativement récent. On fait comme si c'était totalement éternel. L'Alsace, il y a une Alsace des Minnesänger, il y a une Alsace du temps de la Réforme, il y a une Alsace du temps de la Révolution française, c'est-à-dire que c'est une réinvention permanente. Nous, on est dans une séquence
dans une autre séquence historique. Alors, on ne sait peut-être pas vers quoi on va, mais sur ce que vous énumérez dans votre texte, les Spindler, Bûcher, etc., ben, on pourrait dire la même chose pour notre génération, avec Henny, Weckmann, Vigée, Deutsch, par exemple. Voilà, c'est une autre séquence historique. Et après, on a tendance à la réduire. Je pense que chaque génération réinvente son Alsace. Et ce qui fait la puissance, comment dire, de ce mouvement, c'est cette situation extrêmement créative à la jonction de deux grandes cultures, de deux grandes langues. Un peuple n'existe que s'il se manifeste. Ce qui est en jeu aujourd'hui, effectivement, c'est notre capacité à se manifester et à manifester pour, comment dire, la défense d'un certain paysage, la défense de traditions linguistiques. Voilà, et je pense que là, il y a quand même de très nombreuses mobilisations qui font... voilà, il y a une autre Alsace qui naît. Il y a oui, par exemple, je pense... Il y a aussi un développement sur lequel sur la question des migrations, mais l'Alsace, elle a toujours été terre de migration, d'immigration ou de migration. Ce qui est catastrophique, c'est quand on découpe le territoire français sans tenir compte justement de ses mémoires, de ses histoires, de ses langues, de ses paysages. C'est-à-dire que c'est une position, c'est un découpage totalement technocratique, idiot, stupide, tout ce que vous voulez, parce que bon, ben, il y avait Martine Aubry qu'il fallait ménager d'un côté, alors elle ne veut pas de la Champagne et de l'Ardenne, donc il faut bien coller quelque part la Champagne en Ardennes, c'est qu'on va mettre la Champagne à Ardennes, on ne va pas faire juste Champagne, Ardennes, Lorraine, parce que et puis de l'autre côté on a Hérault qui lui, il faut lui garder son Pays de Loire, c'est un découpage de barons totalement archaïque, technocratique et à côté de la plaque, parce qu'il y a quand même des dynamiques historiques, des dynamiques culturelles qui sont productives et que la responsabilité de l'État, c'est effectivement aussi de faire vivre ces histoires, ces traditions dans leur complexité.